Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Ceci est un chapitre de transition, et ça se voit, mais perso, on le trouve pas mal. Il n'y a pas vraiment de grosses batailles, pas de grosses révélations, mais les pièces se mettent toujours en place. Les personnages montrent leur vraie nature, et entre moments drôles et moments surprenants, on vous fait une analyse complète de ce scan 1012. Mais avant de commencer, merci à tous pour votre soutien. La chaîne évolue clairement tous les jours, c'est vraiment énorme. Les Nakamas sont de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de commentaires et c'est vraiment formidable. Merci à tous. L'objectif des 100K est bien en ligne de mire et clairement, il faudra fêter ça. Mais on en parlera en temps voulu. En attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous de cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Pour la cover de cette semaine, Oda a honoré la demande d'Atsuki. Il voulait voir Kid en train de sculpter un oiseau de métal, mais distrait par son œuvre, il ne voit pas le nid qui est fait dans ses cheveux. Après tout, on l'appelle bien l'ébouriffé. L'ensemble est excellent, on voit bien les deux parties de Kid. La partie qui ne cherche qu'à accomplir ses objectifs, la puissance grâce à son pouvoir, le calcul de chacun de ses pas, quitte à tout sacrifier. D'ailleurs, sur son tablier, c'est écrit axe tridimensionnel, 99%. Peut-être pour dire que ses plans sont sûrs à 99%. Enfin, d'habitude. Et de l'autre côté, c'est son humanité, celle qu'il essaye à tout prix d'ignorer mais qui reste là, qui refait surface à de nombreuses reprises. Mais si vous avez une autre interprétation, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Première vraie page du scan, on retrouve les fourreaux rouges traversant le château. Leur objectif est double, secourir les troupes, mais aussi trouver Momo. Luffy s'occupe de leur vengeance, pour eux, Orochi est mort, et Raizo s'occupe du chef des Oniwaban. Ils ont un boulevard devant eux. Izo s'inquiète pour le bras de Kiku, mais celle-ci dit que ce n'est qu'une égratignure, une démangeaison, comme pour le jour où Izo est parti. Son cœur le démangeait aussi. À ces mots, Izo se sent un peu mal, mais il est rassuré, car si Kiku peut parler de la sorte, c'est qu'elle va bien. Kawamatsu demande alors ce qui se passera après l'ouverture du pays, mais Izo rétorque qu'ils auront le temps d'en parler demain, s'ils sont toujours en vie. Kinemon en bon chef demande aux autres de se disperser, d'aider les autres. Lui, il va sauver Momo. Mais Kiku insiste, c'est elle qui doit tuer le traître. Entre-temps, le groupe croise Sicilian et il est porteur de mauvaises nouvelles. Pedro est mort sur le territoire de Big Mom et son assassin est sur les lieux. Carrot et Wanda l'affrontent en ce moment même. En entendant ces mots, la tristesse envahit Neko et après un court moment, il sourit à l'idée que ce monstre soit sur cette île et bondit de toutes ses forces. Observation numéro 1. C'est la vraie première discussion entre Izo et Kiku. Une vraie conversation de famille où l'inquiétude est présente, mais aussi les reproches. Par contre, l'intervention de Kawamatsu est cruciale, car il rappelle qu'Izo est le seul à connaître le monde extérieur. Tous sont assez ignorants du sujet, et personne d'autre ne peut comprendre ce que signifie l'ouverture du pays. Il a un pied dans les deux mondes. Définitivement, Izo et toutes ses connaissances acquises auprès de Barbe Blanche vont aider Momo après la guerre. Observation numéro 2. Neko n'était pas au courant de la mort de Pedro. Personnellement, on trouve ça très intéressant. Il ne faut pas oublier que Neko vient d'arriver, et c'est parfaitement logique. Mais cet événement s'est passé il y a des mois dans l'univers de One Piece. Ça montre à quel point Oda respecte cette norme d'un monde sans vraie communication à longue distance. Et ce petit détail, ça nous fait très plaisir. Observation numéro 3. Neko a un nouvel objectif, se venger. Le pauvre Perospero attire les foudres de tout le monde, alors qu'il n'a pas tué Pedro, ça il faut l'avouer. Certes, le Ming s'est sacrifié à cause de lui, mais il n'avait rien demandé. Il protégeait juste son territoire. D'ailleurs, il n'a même pas tué Wanda et Carrot lors de leur affrontement. Il les a laissés là. Mais bon, il va sans doute avoir du mal dans son futur combat. Dans l'entresol du château, Yamato donne ses derniers conseils à Momo. Il doit faire attention aux Marise pendant qu'elle fera diversion. Mais les deux autres ne sont pas dupes. Ils savent bien que l'enfant de Kaido meurt juste d'envie de se battre. Et en quittant les lieux, Yamato demande l'état de Luffy. Momo déclare qu'il entend toujours sa voix, mais maintenant, ils ne sont plus que deux sur le toit. Et alors que leur sauveur s'éloigne, Momo en trouve le carnet de son père. Il va avoir accès aux secrets de ce monde. Au premier étage, Sanji déferle littéralement sur les gifters, mais maintenant, il porte une croix sur le dos. Tous ses opposants le reconnaissent et le nomment la jambe noire. C'est un des jackpots. Qui porte un autre jackpot? Et oui, car cette espèce de cactus en rémission, c'est Zoro. Une dizaine de minutes plus tôt, L'eau avait téléporté Zoro, Zeus et lui-même à l'intérieur du château. Hélas, ils étaient en pleine chute libre. Sanji les a alors attrapés au vol. Mais L'eau a très vite repris son chemin et lui a demandé d'appliquer des soins à Zoro. Son Nakama a quand même les os en miettes. Tout en se plaignant, Sanji l'a fait. Et il a appris que c'était contre Big Mom et Kaido que celui-ci s'est brisé tous les os. Mais en tout cas, Luffy va bien et il a compris quelque chose qui le fera gagner. Sanji rétorque que ça, il le sait déjà. De retour dans le présent, Zoro dort et Sanji avance. Sur son chemin, il croise Izu et Kawamatsu. Et après quelques mots sur la situation, Zoro lâche qu'il serait plus utile dans la salle de concert avant de se rendormir. Sanji s'enrage mais accepte quand même d'y aller avec les autres.
Observation numéro 4. C'est une très bonne scène. On revoit enfin le duo Zoro-Sanji. Certes, cette scène de rattrapage est épique. Surtout que le pauvre Sanji se plaint du fait que ce ne soit pas des filles. Mais cette pose de l'eau est improbable, vous ne trouvez pas? Observation numéro 5. Sanji le soigneur. Mais mieux, ce mini foreshadowing. Il transforme son ami en vrai cactus. Certes, il doit pas bouger. Mais là, il est parti à fond le Sanji. Perso, ça nous fait penser à deux choses. Usopp à Alabasta et le duo Usopp-Zoro à Enies Lobby. Avec le fameux sabre long nez. On aurait bien aimé que Sanji laisse les sabres de Zoro dans les mains de l'épéiste. Ça aurait fait des combos incroyables. Hypothèse numéro 1. Vous avez vu les réactions de ces deux-là? Dans le scan précédent, on avait mis l'accent sur leur nouvelle relation. Sur la cover, Sanji avait l'air d'être en colère face à Zoro, alors que Zoro ne l'était pas. Et là, c'est la même chose. Zoro a l'air beaucoup plus sage, d'être au-dessus de ses querelles, alors que Sanji s'énerve toujours pour un rien. Pour nous, ça veut dire que Zoro a un pas d'avance sur Sanji. Il ne se sent pas supérieur, mais plus serein. C'est une évolution normale, mais ne vous inquiétez pas, Sanji va sans doute rattraper son retard. Oda ne va pas le laisser comme ça. Du moins, on espère. Hypothèse numéro 2. Ce n'est pas grâce au haki que Zoro sait qu'il faut aller dans la salle de concert, mais c'est juste qu'il y était il y a encore quelques dizaines de minutes. Il peut forcément deviner que les choses ont dégénéré. Observation numéro 6. On a hâte de voir où Yamato sera le plus utile. Il a l'air de se diriger vers le sommet du crâne, mais Luffy semble vouloir battre Kaido seul. Peut-être que ce sera Big Mom qui croisera sa route. Observation numéro 7. Momo ouvre le journal de son père. Ça, c'est un acte historique. Il va connaître des secrets que personne en ces lieux ne connaît. Et ça lui donnera encore plus d'importance. Toujours au premier étage, un vrai démon se déchaîne, Big Mom. Elle vient d'assommer un lézard géant. Elle vient d'assommer Page One, le martyrisé. Et pour une fois, celui-ci ne se relève pas. Face à cette vision, Ulti veut venger son frère et se précipite sur Big Mom. Nami essaye alors de rallier Big Mom à sa cause, décrétant que c'est Ulti qui l'a fait le plus souffrir. Mais la Yonko clame au Mugiwara de la fermer. Leur tour arrive juste après. Nami est effrayée et il y a de quoi. Elle se retourne vers Ulti et propose un team-up. Mais la réponse est la même. Après Big Mom, elle tuera les Mugiwara. Il ne reste plus que la fuite. Ulti s'emballe et frappe de plein fouet Komashio. Tous les alliés se retrouvent au sol. Et alors que Tama pleure pour son amie, Ulti la frappe de plein fouet. Elle vient de déclencher la fureur de Mama. Sa copine, on n'y touche pas. Mais à la surprise générale, c'est Nami qui se met à attaquer. De ses éclairs, elle foudroie Ulti. Et elle finit sur ces mots. Je ne peux pas laisser passer ça. Je vais dégommer cette nana. Et c'est la fin du scan. Observation numéro 8. Cette fin a été superbe. On sait que beaucoup d'entre vous sont restés sur leur fin, mais ce qui est incroyable ici, même si l'action ne fait que commencer, ce sont tous les revirements de Nami. C'est le 3e dans cet arc, au moins. Ce qui montre qu'elle s'affirme de plus en plus. Elle espère battre Big Mom avec l'aide d'Ulti, ou Ulti avec l'aide de Big Mom. Mais quand la petite Tama est touchée, elle devient une guerrière. C'est elle qui va les mettre à terre. Du moins, ça c'est dans sa tête. Hypothèse numéro 3. Nami s'est revue dans cette petite. Elle s'est revue lors de la mort de sa mère, lors de ses années de souffrance en tant que sous-fifre d'Arlong. C'est ça le déclencheur de sa colère. Mais forcément, ça ne marchera pas. Elle avait dit elle-même, elle a besoin d'éclairs plus forts pour arriver à battre ces dinos. Et ça, c'est déjà tout trouvé. Zeus est en route, et rejeté par Mama, il rejoindra forcément Nami, la seule qui le protégera. Hypothèse numéro 4. Mais n'oublions pas que deux autres personnages sont en chemin, Kid et Law. Ces deux-là aussi veulent la peau de Big Mom. Et comme on le dit souvent, Waterloo face à Napoléon, ça a tout son sens. Et Kid face à Big Mom, ça sonne bien aussi. Et pour finir ces analyses, voici nos petites prédictions pour le scan 1013. Numéro 1, Sanji débarque dans la salle de concert et commence une bataille contre Queen. Ça a l'air d'être annoncé depuis bien longtemps, mine de rien. Numéro 2, Zoro est en cactus, mais un verre de lait et c'est parfait pour la régénération. En tout cas, Chopper et Marco sont là, ils vont forcément faire quelque chose. Et qui sait, peut-être que même diminué, Zoro peut avoir la tête de King. Numéro 3, Zeus débarque et se fait rejeter par Mama. Par dépit, il rejoint un ami. Numéro 4, Law et Kid tombent sur Mama, car même si elle protège Tama, il faut qu'elle tombe. Numéro 5, Jinbei a l'air d'être perdu, n'est-ce pas? Que se passe-t-il avec son combat? Et Franky, c'est pas mieux. Numéro 6, Perospero s'attaque à Marco, mais son bon ami débarque, Neko. Il a maintenant 2 raisons d'abattre le fils de Mama, pour venger Pedro et pour protéger Marco. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. On espère que ça vous a plu et donnez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.